L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Ferme de Ternier, en bord de Sambre. Un petit pont de pierre enjambe la rivière et la chapelle Saint-Jacques, tout près, se dresse et juge les repentants. Tout au fond, on peut apercevoir le chemin menant vers l'inquiétante bâtisse agricole qui jadis était englobée dans les terres attenantes au Petit Versailles, le château de Farciennes. Dominique Pierrard est une force de la nature, un homme comme seuls les terrils et le gruyère de ces sols miniers sont capables de créer. Une barbe courte et mal taillée orne son visage, qui pourrait aisément rappeler celui des guerriers de la Terre Sainte convoyant vers Jérusalem. Le terrassier se fond parfaitement dans cette atmosphère un peu glauque de début de printemps. La brume s'est abattue sur la Sambre et, une fois n'est pas coutume, les corbeaux se sont installés sur la toiture de la petite chapelle dont il ne reste déjà presque rien. Saint-Jacques, à qui elle a été consacrée il y a déjà plusieurs siècles, doit jeter un regard noir et réprobateur sur les ouvriers qui s'affairent à la détruire. Un glissement de terrain a rendu la situation dangereuse. Ce sol est comme un morceau d'emmental troué. Il s'affaisse. Tout s'y perd et tout s'y retrouve. Pierrard, la pioche à la main, grille une cigarette. Pendant que certains s'attaquent à faire exploser les vitraux et les murs de l'édifice religieux, lui et d'autres se trouvent dans le cimetière, en pause. Les quelques tombes éparses semblent les implorer. Mais leur mission est implacable. Il faut tout détruire. Pierrard, aujourd'hui, va creuser profond, très profond. Au sein même du cœur de la chapelle Saint-Jacques, il va y découvrir l'impensable. Le jour se lève et le soleil est de Sambre. Nous sommes le 4 mars 1851. La brume s'épaissit sur Farciennes. Il est 8 heures. C'est l'heure H de mon histoire. Pierrard est tiré de sa rêverie par une calèche qui passe, sortant du brouillard pour y replonger presque aussitôt. Des naseaux de la mule de tête se dégage le souffle du diable. Le terrassier d'une quarantaine d'années n'est pas rassuré. Mettre à bas un édifice consacré comme ils le font depuis quelques mois ne peut rien présager de bon. Assurément, le ciel peut leur tomber sur la tête à tout moment. Dominique, viens avec ton équipe. Faut qu'on dégage les terres et qu'on creuse plus profond. Cette voie d'outre-tombe, c'est celle de son chef d'équipe. Depuis le 19 septembre 1850 et la décision du conseil municipal de faire raser l'édifice, ils sont occupés ensemble à organiser la destruction de la chapelle Saint-Jacques. Aujourd'hui, il n'en reste presque rien. Quelques pans de mur, un morceau de toiture sur lequel se posent ces corbeaux de malheur qui claquent du bec pour accueillir les impies, et encore, souvent disséminés sur le sol, les morceaux de vitraux brillants dans l'obscurité. Depuis quelques jours, la nef unique a été mise à bas, et les moellons et pierres de taille ne ressemblent plus à rien. Épars dans la brume, disloquée à la manière d'une dépouille attendant le salut, la chapelle n'en est plus une. Les quelques tombes attenantes, elles, sont toujours là. Hurlent dans la journée qui refuse de se lever leur désespoir, jettent l'opprobre sur ceux venus déranger leur repos éternel. Ces âmes ne se sont pas reposées comme elles le devraient. Mais les ouvriers n'y sont pour rien. Les croix qui surplombent les caveaux sont tordues d'une drôle de manière, comme si une énergie négative venait les perturber. Depuis déjà quelques semaines, Pierrard, qui ne cesse d'enchaîner les cigarettes, avait ressenti le poids de cette chape de plomb. Chaque coup de pioche semblait les rapprocher de quelque chose de dérangeant. Leur mission de ces derniers jours fut d'excaver cette butte responsable de l'affaissement du terrain pour élargir le chemin et ainsi relier les deux hameaux de manière optimale. Hier, les terres ont été évacuées et aujourd'hui, il faut creuser encore.
Pierrard, alors que la matinée ne joue que ses premières notes, transpire déjà. Mais ses pores ne rejettent pas les efforts qu'il est en train de produire avec sa pioche fétiche en main, non, loin de là même. Non, c'est la peur qui parle et qui crispe. C'est une terreur primaire, vestige des temps anciens qui remonte du sol poreux. Derrière lui, alors qu'il est seul dans le trou vers les profondeurs, les corbeaux semblent rire. Leur ton rauque, criard, est un avertissement. Ne creuse pas trop profond, Pierrard. Ta mort est en chemin. Une voix. Ouais, une voix, il ne rêve pas. Il vient d'entendre une voix. Quelle diablerie que cette fosse des horreurs! La terre poreuse se détache et pour sortir plus rapidement de ce bourbier, il creuse encore, toujours, plus vite. Un coup de pioche à gauche, un autre à droite. Ses gestes sont frénétiques, saccadés. Ses trapèzes prennent tout le poids de la tension qui s'abat sur lui et le font souffrir. Une brûlure intense parcourt le haut de son dos et sa nuque se glace. Il se passe quelque chose de grave. Mais Pierrard se bat contre ce sentiment irrationnel qui l'assaille. Enfin, ce ne sont pas des voix, mais seulement des oiseaux qui se jouent de lui. Il doit se ressaisir. Il est loin le temps des contes pour enfants et des histoires à faire frémir les jeunes pousses de l'existence. Pierrard, lui, est une montagne. Un homme qui jamais n'aura craint quelque chose dans sa carrière professionnelle déjà bien remplie. Et pourtant ce matin, il est terrorisé. À la surface, ses collègues semblent être tous partis, ou bien ils se sont tus. Il est seul, là, dans l'excavation, à creuser. C'est à croire qu'il atteindra bientôt le noyau terrestre. Un coup, puis deux, puis trois. La pioche s'abat sur le sol comme le bourreau tranche les nuques. Jusqu'au moment où, dans un coup plus important que les autres, Pierrard heurte une surface dure. De la pierre, vous allez me dire. Eh bien non. Les choses, là, sont différentes. Il n'a pas ressenti de vibration dans le manche de son outil, n'a pas été saisi dans les nerfs de ses mains et de ses bras par les cris de la roche en souffrance. Non, cette fois, c'est autre chose. Pierrard, très rapidement, est pris de panique. Que peut-il bien se cacher dans le cœur d'une chapelle? Et si c'était un... Eh les gars, venez voir, il se passe quelque chose là. Voilà qu'en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ils sont 4 à sauter dans le trou pour le rejoindre et à se moquer de sa terreur apparente. Ses yeux exorbités ne trompent pas. Pierrard a peur. Effectivement, un deuxième coup de pioche permet de s'assurer qu'il s'agit bien d'un bruit correspondant à du bois. Un cercueil. Un cercueil ici, si profondément enfoui? Vite, les ouvriers des blés. Pierrard, scotché contre la terre, attend. Son échine est dressée sous l'effet de la peur bleue qu'il ressent dans chacun de ses muscles. La terre est enlevée à même la main et rapidement, les ouvriers découvrent les fondations de quelque chose de particulièrement angoissant. Devant eux se tiennent 5 cavités qui rappellent des tombes, garnies de cercueils dont l'état de décomposition est avancé. Les planches fracassées laissent entrevoir des ossements sur lesquels il n'y a plus aucune chair. Ces gens sont là depuis des siècles. Et pourtant, de leurs tombes se dégage une odeur absolument terrible. On ouvre les planches. Pierrard, de plus en plus, se liquéfie sous l'effet de la peur. Il est terrorisé, le terrassier. Et on peut le comprendre. D'une voix blanche, il demande à l'un de ses collègues de vérifier la manière dont les crânes ont été placés. Le jeune coq ouvre en grand l'un des cercueils et le bois craque sous le poids du mouvement. D'un grand sourire, il se retourne vers Pierrard et lui balance. « Le crâne vers l'Orient, Dominique. Peut-être décroisé ?» En riant comme un nigaud, le jeune coq aux cheveux blonds pointe du doigt son collègue qui, lui, tremble comme une feuille.
ce jeune n'a pas vu, ou n'a pas voulu voir, ce que lui a vu. Le squelette, au niveau du cœur, est immobilisé par un pieu de fer aussi grand qu'une épée. Pierrard fait alors ouvrir les autres tombeaux. 2 adultes et 3 enfants, certainement donc de la même famille. Le crâne, dirigé dans le même sens, le même pieu enfoncé dans la poitrine. Ses souvenirs d'enfance ressurgissent et viennent percuter son sens de la réalité. Sa grand-mère, au coin du feu les soirs d'hiver, lui racontait les histoires de ces créatures qui avaient longtemps habité le château et entraîné la disparition des habitants de la région. Comment ne pas trembler devant cela lorsqu'on est môme? Et comment ne pas en rire lorsque l'âge adulte et la fin de l'innocence sont là? Oui, mais là c'était bien réel, et bien présent aussi, devant ses yeux d'adulte engourdis par la terreur. Oh, Pierrard est loin d'être idiot. Il connaît les signes, les crânes tournés vers l'Orient, les pieux dans le cœur, et à l'instant où il comprend à quoi il est confronté, il saute au dehors de la fosse à grandes enjambées et court sans s'arrêter. Le voyant disparaître dans la brume, ses collègues n'entendent bientôt plus que les échos de sa voix étranglée par la consternation et la peur. Ses hurlements, enveloppés dans la brume, secouent les branches et font décoller les corbeaux. « Des vampires! Des vampires !» Le mythe, lui, quitta la tombe aussi vite que Dominique Pierrard s'était sauvé. Farcienne, frappée du sceau de l'infamie, allait devoir trouver des réponses avant que la terreur ne gagne tous ses habitants pour de bon. Notre histoire commence donc dans une brume épaisse de printemps, à la faveur d'une obscurité et une opacité si dense que les monstres du passé ont pu ressurgir sans encombre, au cœur d'un 19e siècle galopant. Une fois les tombes découvertes, le chantier, comme vous pouvez l'imaginer, est suspendu. Le terrassier a disparu dans les limbes du brouillard et les autorités locales ont été informées des découvertes. Lorsqu'il est mis au courant, le bourgmestre de Presles, Xavier du Vieux-Sart, se rue dans ses propres écuries. Son domicile, situé à 5 km de la chapelle Saint-Jacques, est facilement accessible. Cette histoire de squelette au pieu enfoncé dans la poitrine l'a fortement intrigué. Cet amoureux d'histoire locale veut comprendre ce qu'il se passe. Botté jusqu'aux genoux, se précipitant dans ses boxes, il tombe nez à nez avec ses chevaux, bien étonné par cette agitation matinale. Les oreilles dressées, les naseaux rejetant la brume qu'ils viennent d'inhaler, il regarde avec perplexité cet homme dont l'air ébouriffé laisse bien supposer qu'il sort de son lit. Mais là est l'avantage avec les chevaux. Ils ne jugent pas les êtres bizarres que nous sommes. Du Vieux-Sart attrape au lit-colle son beau frison noir et lui colle une selle sur le dos, sans ménagement. Un coup de botte sur les flancs et les voilà partis, tous deux, bravant la brume et le froid en direction de la ferme de Ternier. 5 kilomètres qui paraissent être les plus longs que le bourgmestre n'ait jamais parcourus. Cette histoire lui rappelle à lui aussi les contes et légendes de son enfance. Le fameux Dracula, Vlad l'Empaleur, les suceurs de sang et tous ces spectres à la recherche de chair fraîche. Il y avait déjà de quoi vous coller froid dans le dos à l'époque, mais alors imaginez des histoires de la sorte à quelques lieues de la maison dans laquelle dorment vos enfants, c'est une toute autre histoire. Il ne met que quelques minutes pour parvenir à la fosse au grand galop, laissant la bête transpirante aux bons soins d'un ouvrier qui se trouve sur place. L'édile n'hésite pas à se précipiter au fond du cœur. Les clous des cercueils sont immenses, en moyenne longs de 68 cm, avec des têtes carrées qui frôlent les 5 cm. C'est absolument énorme. Et le pire ici, c'est que les dépouilles des 3 enfants n'ont pas été épargnées. Longtemps, le bourgmestre va rester dans la zone pour observer avec attention les crânes, les clous. Un oméga grec est forgé sur certains. Mais quelle diablerie peut bien être cela? Oh, il l'ignore, bien entendu, mais déjà autour de lui, les rumeurs vont bon train. Les ouvriers parlent discrètement, évoquent des histoires de vampires, mais aussi de sorcellerie. Qui peuvent être ces gens?
Des monstres suceurs de sang? Des praticiens de la magie noire? Personne ne le sait à ce stade. Toutes les hypothèses sont ouvertes. L'édile a beau relever le fait que ce sont des clous qui sont plantés dans les poitrines et pas des pieux, rien n'y fait. Il parle. Et lui, il a peur. La frayeur qui le prend est celle d'avoir mis le doigt dans un engrenage terrible et irréversible. Et si ces tombes n'étaient pas les seules? Et si, il y a quelques centaines d'années, sans que ses contemporains n'en aient été informés, une affaire macabre de sorcellerie avait secoué la région? Xavier Duvieusart, en quittant le lieu où reposent les dépouilles aux clous enfoncés dans la poitrine, est particulièrement perplexe. Deux sentiments se percutent dans son esprit. Le premier d'entre eux, c'est l'incompréhension. Si les 5 cadavres là-dessous étaient des vampires ou des sorciers, que font-ils inhumés sous un lieu consacré, alors même qu'ils auraient dû être brûlés et dispersés aux 4 vents? Et deuxièmement, une curiosité irrépressible se saisit de lui. Il lui faut très vite mettre le nez dans les archives de la région pour tenter de comprendre. Mais il souhaite aussi parler de cette histoire où, représentant de l'une des plus grandes familles de la région, propriétaire d'un domaine immense et qui, peut-être, pourra obtenir des réponses. Le comte d'Outremont. Il ne faut pas longtemps pour que les deux hommes se rencontrent suite à cette sombre découverte. Alors que la brume, après des semaines de présence, se lève enfin, le vieillissant comte d'Outremont, le nez dans ses parchemins poussiéreux, est proche de faire aussi une étrange découverte. Il se pourrait que des traces de sorcellerie soient également mises au jour sur son propre domaine. Les textes des temps anciens, marqués du sceau de ses ancêtres, évoquent un peu plus loin dans le parc, non loin du château, la présence enterrée de quelques maléfices. Aussitôt, il fait prévenir Duvieusart qui accourt. Il va falloir faire quelque chose, en toute discrétion. Si la population commence à imaginer qu'à Presles et aux alentours, une horde de vampires a pu sévir, ils sont perdus. Non. Il faut trouver un autre prétexte. Et pourquoi pas des travaux dans le parc? Oh, après tout, c'est bien souvent au début de l'automne qu'on se prête à des réparations. On reforme les parterres, on expurge les zones mortes, on redessine les contours. Le comte va donc creuser, beaucoup, profondément. Le château de Presles devient un véritable chantier à ciel ouvert, et cela va payer. Un beau matin, Duvieusart est réveillé par un messager, encore. Le comte lui a fait avancer sa calèche afin qu'il se rende tout de suite au château. Il a quelque chose à lui montrer. Rien de plus ne filtre entre les lèvres de celui qui est venu chercher l'édile. Rien, si ce n'est que c'est grave et important. Le bourgmestre s'habille en vitesse, enfile ses bottes, les mêmes avec lesquelles il a sauté à pieds joints dans la fosse des vampires de la ferme de Ternier. La boue qui est restée sur la semelle a refusé de partir, malgré les nettoyages, malgré les cirages, comme si l'édile était déjà frappé de la malédiction. Arrivé sur place, tout près de chez lui, c'est la stupeur. Du nord au midi, sur plus d'une centaine de mètres, une fosse béante a été ouverte. Le comte, assis sur une chaise au bord de cette tranchée des plus particulières, a les mains jointes en dessous du menton. Il prie. Sur ses lèvres tremblotantes sont implorés Marie et les anges. Il va bien en avoir besoin. Sous ses pieds, ce ne sont pas moins de 25 cadavres qui ont été découverts. Tous ont la tête tournée vers l'Orient et la nuque fracturée. Chaque dépouille est immobilisée grâce à une pierre posée sur sa poitrine. Ces roches lourdes, imposantes, sont le signe d'une manipulation post-mortem de la part des vivants qui sont restés. Mais que font-ils là, en plein milieu d'un parc seigneurial? Et, plus important encore, comment est-ce possible d'imaginer une telle mise en scène? Dans quel but? Les empêcher de se réveiller? Les sorciers ne sont pas réputés pour pouvoir revenir d'entre les morts, pourtant.
Et d'ailleurs, c'est le supplice du feu qui les attend en général. Mais les vampires... Du vieux sard comme le conte manque de défaillir. Cette histoire prend des proportions absolument dantesques, tout bonnement insoupçonnables. Les découvertes n'apportent pas toujours des réponses, c'est bien connu. Il va falloir maintenant écumer les écrits et inhaler les plus vieilles poussières de l'histoire pour découvrir qui sont ces morts qui poussent comme des champignons d'automne. Et plus important encore, pour comprendre la manière dont ils ont été mutilés. Enfin, disons que cette question semble secondaire, tant il paraît évident que ces gens ont un jour été considérés comme des monstres suceurs de sang. Le mystère qui s'abat sur le Hainaut ne fait que commencer. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H se penche sur un mystère local absolument terrifiant, celui des vampires de Farciennes. Durant des travaux visant à détruire une chapelle victime d'un glissement de terrain, les ouvriers y découvrent 5 corps, 2 adultes et 3 enfants qui ont chacun un clou planté dans la poitrine et la tête tournée vers l'Orient. Signe que ces gens auraient pu être considérés comme des vampires. Même découverte un peu plus tard, à seulement 5 kilomètres des premières sépultures. Cette fois, dans le parc du château du comte d'Outremont. Mais les choses vont s'accélérer lorsque ce dernier va creuser dans les archives. Ces longues soirées de recherche vont le mener au début du XVIIe siècle. Il va être guidé vers un homme en particulier, Jean Donnin. Nous sommes au crépuscule de l'année 1605, à l'aube d'un ancien régime qui réserve toutes les possibilités aux plus puissants. Dans moins de 100 ans, Versailles régnera sur le monde. Mais aujourd'hui, c'est à Farciennes que nos chemins se rendent. Jean Donnin est un homme d'un certain âge, bailli de la commune depuis de nombreuses années. Il est le seul, dans ce coin isolé, à être instruit. Enfin, si l'on accepte le curé de la paroisse qui jouxte sa ferme, la chapelle Saint-Jacques. La cour de Liège, pourtant, clôture aujourd'hui une enquête sur lui, le bailli de Farciennes. On l'accuse de sorcellerie et de vol de bois. Pour ça, il risque la mort, par le feu. Mais le vieil homme a plus d'un tour dans son sac. Alors qu'autour de lui règne la misère, il traverse les rues de la ville la tête haute, dans une toilette à la dernière mode, assis dans une voiture d'attelage magnifique, recouverte d'or. Les gens qui marchent dans la rue s'arrêtent parfois pour le regarder passer, dans la grisaille de cette dernière partie de l'année. Ils ne sont que guenilles et mine affreuse, pustules et pieds nus, marchant tête basse comme des vivants qui auraient déjà un pied dans la tombe. Tout est gris, tout est triste. Une chose se détache cependant dans l'obscurité. Jean Donnin, qui de sa barbe longue et de son ventre bedonnant, force le passage pour se rendre chez le juge. Il n'est pas stressé. Le pouvoir ici, c'est lui. Les lois, il ne les respecte que lorsque cela l'arrange. Autrement, il rédige lui-même ses textes. Ses terres sont immenses. Personne n'est jamais venu le déranger. Et voilà que cette enquête a été ouverte. Jamais il n'a nié. Et à chaque convocation, il commence l'audition en offrant une bourse pleine de pièces d'or pour ceux qui jugent. La justice des hommes, il n'en a cure. Pas plus que celle de Dieu d'ailleurs. De contrainte, il n'en supporte pas le joug. D'autorité, il n'en tolère pas l'aplomb. Le maître, c'est lui. Dans un grand cri, il ordonne au cocher de frapper d'un coup de fouet un imprudent qui manque de se mettre sur son chemin. Le pauvre malheureux en ressort le visage lacéré. Le verdict d'aujourd'hui, au fond, ne doit être qu'une formalité, une dernière bourse de pièces et ce sera fini. Le noble ne se trompe pas. Il est bien acquitté et le président de la cour, lui, ressort de cette affaire les poches pleines. Ainsi se règlent les problèmes à Farciennes.
Il y a Jean Donin et sa famille, et il y a les autres, les gueux, ceux qui ne comptent pas, dont on regarde à peine l'allure lorsque vient le moment de l'impôt. Sur ces terres, le notable fait régner la terreur et la violence. Et dans le privé, il prépare un coup des plus particuliers. Jean Donin, de temps à autre, réside avec sa femme et ses 3 enfants dans la ferme du Ternier, tout près de la chapelle Saint-Jacques et de son petit cimetière attenant. Là, il passe de longues, très longues soirées à discuter avec le prélat de l'église, à évoquer la vie après la mort, le salut et la magie aussi. Jean Donin est un notable qui cherche des réponses dans ce qui, à son époque, pouvait être appelé la sorcellerie. Il a manqué de se faire attraper une première fois à ce sujet. Alors même si la prudence entre dans la danse, cela ne l'empêche pas de s'assurer de la discrétion du curé, en le payant, évidemment. C'est une chose particulière que celle de demander à un curé de pratiquer sur sa propre dépouille et celle de sa famille un geste aussi terrible que de planter des clous dans le cœur. Et si, de par sa proximité avec le notable, le curé s'était rendu compte de quelque chose. De méfaits, de disparitions étranges parmi la population pauvre et désœuvrée de Farciennes. Et si Jean Donin, étrange seigneur dont les contribuables se signaient sur son passage, était un vampire assoiffé de sang. Et si le clou, enfoncé dans sa poitrine, avait la charge de faire disparaître. Peut-être bien. Mais pour tenter d'obtenir des réponses à nos questions, il nous est indispensable de chercher, nous aussi, du côté de ces monstres qui fascinent l'imaginaire depuis des siècles. Il est réellement difficile de mettre les spécialistes à l'unisson lorsqu'on parle de la créature mythique. Cependant, tout ce petit monde reste assez persuadé d'une chose. La naissance mythologique des vampires se trouve du côté des Balkans. Strige et les Strigeois sont les ancêtres autoproclamés de nos vampires modernes et nous permettent donc de remonter aisément jusqu'aux confins de l'Antiquité. En tous les cas, le style de Christopher Lee en Dracula, vous pouvez l'oublier. Un vampire des Balkans, c'est bien moins sympa que ça à regarder. Boursouflé, gorgé de sang, la peau violette lorsqu'il s'est repu. Sinon, c'est un cadavre. Rien de bien réjouissant. La contamination se fait par morsure, mais pendant longtemps, la transformation n'aurait pas été immédiate, mais effective à la mort du défunt. Plus près d'un zombie, comme vous pouvez l'imaginer. Dans les folklores anciens, lorsque des animaux de troupeau ou des personnes d'une communauté périssaient de manière soudaine, le vampire était souvent la raison invoquée. Et comme ces monstres-là s'attaquaient en premier lieu à leurs proches, on fouillait dans leurs familles récemment décédées. Une fois la sélection faite, facile. Un pieu ou un clou bien enfoncé dans la poitrine après une exhumation à la lumière du jour. Ce dernier point d'autant plus important qu'un vampire, ça vit la nuit. Évidemment impossible d'aller enfoncer des pieux et des clous dans les cadavres de toute une famille. Il y avait donc des indices qui permettaient de faire une sélection. Premièrement, la couleur de peau plus foncée, censée prouver la consommation de sang frais. Deuxièmement, et là, preuve irréfutable, la présence de sang au coin des lèvres ou sous le nez du défunt. De plus, si le corps ne se décompose pas ou se décompose lentement, alors il y a de grandes chances qu'il soit un vampire. Enfin, si le corps dispose de cheveux, d'ongles et de dents qui poussent, alors là aussi, vous tenez votre coupable. Pour éviter cela dans les Balkans, dès la mort du disparu, des traditions sont apparues.
Des enterrements face contre terre et avec des pierres dans la bouche, censés empêcher tout relèvement de la part du contaminé. L'Église, elle, rassure tout son monde en statuant lors d'un concile que les vampires ne sont en aucun cas capables d'entrer dans un lieu consacré. Voilà pourquoi peut-être la famille qui nous intéresse s'est retrouvée sous le chœur de la chapelle Saint-Jacques. Enfin, quoi qu'il en soit, les croyances autour de ces créatures magiques sont diverses et variées. Et historiquement, alors à quelle époque ces croyances vont-elles quitter les Balkans pour venir s'installer dans nos contrées ? Dès la fin du Moyen-Âge et durant la Renaissance, des échos de ces monstres nous parviennent. Mais il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour voir se propager à vitesse grand V ces légendes. C'est en réalité une conséquence géopolitique. En 1718, l'Autriche prend le contrôle de la Serbie du Nord et s'approprie dans le même temps une partie du folklore serbe. Mais, comme nous l'avons déjà noté, les manifestations en Europe de ces phénomènes sont apparues bien plus tôt. En 2006, des fouilles dans la région de Venise ont permis de découvrir la dépouille d'une femme dont la bouche était prise en étau dans une pierre. Selon les résultats de l'étude, elle aurait vécu au XVIe siècle. L'époque des Lumières, pourtant à la recherche constante de rationalité, est enfin la période à laquelle le mythe du vampire se propage en Europe de l'Ouest. Phénomène cocasse lorsqu'on y pense. D'autant que les philosophes découpent les folklores sans ménagement. Quoi qu'il en soit, le vampire est une créature qui fascine, qui interroge. Mais dans le cas qui nous intéresse, s'agit-il vraiment d'une intervention du mal ? Et si oui, comment le prouver ? Vous allez le voir, nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H se penche sur l'histoire folle des vampires de Farciennes. Retrouvés sous le chœur d'une chapelle en démolition, 5 corps, transpercés d'un clou énorme de charpentier interrogent. Leur tête tournée vers l'Orient rappelle les rites assimilés aux vampires, ces êtres abominables qui se réveillent la nuit venue pour terroriser les populations et les contaminer par la même occasion. L'histoire se propage d'autant que la même année, un comte des environs retrouve dans son parc une vingtaine de dépouilles enterrées avec une pierre leur écrasant la poitrine. Sont-ils tous la preuve de l'existence des vampires ? La réponse n'est pas si évidente qu'il n'y paraît. Nous voilà donc en présence, dans un espace de moins de 5 km, de 2 zones qui présentent des rites d'inhumation pour le moins bizarres. Mais quid ? Est-ce là la preuve de l'existence de vampires dans le Hainaut ? Tentons de rationaliser un peu les éléments avant d'extrapoler. Ils sont très nombreux, à l'époque de Jean Donnin et de sa famille, à croire en l'existence de ces créatures suceuses de sang. C'est notamment le cas de certaines sphères philosophiques. Le grand et renommé Rousseau, par exemple, n'hésite pas à écrire qu'ils existent. Soit. Cela ne va pas pour autant prouver qu'à Farciennes, le fameux Jean Donnin en fut un. D'après les archives disponibles, le bailli est mort ainsi que toute sa famille, emportés par une maladie qui ne porte pas de nom mais qui pourrait bien être une épidémie. En tant que seigneur, il a été enterré avec les siens dans la crypte de la chapelle Saint-Jacques. Ouais. Et bien jusqu'ici, rien d'exceptionnel, vous allez me dire. Et vous avez raison. C'est bien entendu la raison du rite des clous qui nous intéresse. Et au risque de vous décevoir, la réponse n'est pas clairement établie et tranchée. En réalité, il y a plusieurs possibilités. La première d'entre elles, et pas nécessairement celle à mettre le plus en avant, serait que l'abbé a planté les clous à la demande du bailli. En effet, dans certaines régions, notamment dans le sud de la France, des communautés villageoises de la même période ont eu recours à des rites similaires.
Certains chercheurs expliquent cette pratique comme la fixation de l'âme du défunt. Mais bon, la Provence est tout de même un peu loin du Hainaut, n'est-ce pas? Pas convaincu par cette première hypothèse? Cherchons un peu plus loin. Rappelez-vous, le bailli a été accusé de son vivant d'avoir été un sorcier. Souvenez-vous également, les sorciers, dans la culture populaire de l'époque, pouvaient aisément se transformer en vampires en échange de certains rites pratiqués de leur vivant. Une fois leur mort venue, ils se libèrent et deviennent des spectres de la nuit. Mais alors, si tel est le cas, pourquoi avoir planté des clous de charpentier et non des pieux? Eh bien, la légende populaire, qui voudrait qu'on utilise uniquement des pieux, est erronée. Là aussi, dans certains traités de magie est évoquée la possibilité d'utiliser des clous de charpente en fer. Il permettrait d'empêcher toute manifestation post-mortem. Cette idée n'est pas née uniquement dans nos contrées, mais aussi en Asie, et plus particulièrement en Chine. Peut-être serait-ce la véritable explication quant au tombeau de la ferme de Tergnier. Ce pourrait être, disons, une mesure de précaution. Une fois le prétendu sorcier mort, planter des clous dans sa poitrine et dans celle de sa famille permettrait d'éviter un réveil qui pourrait prendre des allures d'apocalypse. Clouer les éventuels futurs vampires serait alors un moyen de prévenir plutôt que de guérir. Ah, il est malin, le curé. En tous les cas, cela semble être le plus logique et le plus rationnel. Si tant est que le vampirisme puisse l'être. Cela est assurément une autre histoire. Et les squelettes du comte d'Outremont dans tout ça, ils sont tout de même une part très importante de notre équation, n'est-ce pas? On en a compté une vingtaine, là, en randonnion, avec, posée sur leur poitrine, une pierre assez lourde pour bloquer leur corps. Eh bien, je risque encore de vous décevoir sur ce point-ci, je le crains. Je n'ai pas plus de réponses à vous fournir que précédemment. D'autant que dans le cas présent, le rite n'est pas le même, et que ces corps se retrouvent dans un parc de châtelains. Le problème, c'est qu'aucune trace archivistique nous permet de relier ces dépouilles à un éventuel épisode de sorcellerie. Cela veut-il pourtant dire que les deux épisodes ne sont pas liés? Non, assurément, et toutes les options sont donc ouvertes de ce côté-là. Au fond, cette histoire de vampire du Hainaut nous ramène à nos terreurs les plus profondes. Rendez-vous compte, en 1851, alors qu'allait prospérer la révolution industrielle, que l'homme se détachait de la nature et la maîtrise, que les pays européens se développaient et devenaient de plus en plus rationalisés dans leur approche de la science et de la société, il suffit d'une découverte de tombes anciennes pour tout remettre en question, pour basculer de nouveau dans une peur primaire et panique que nous avons tous héritée de nos ancêtres. N'est-il pas vrai de dire qu'au fond de chacun de nous se cachent encore bien tapis dans l'ombre nos peurs d'enfant, nos failles, nos fêlures? Cela nous ramène d'ailleurs à la représentation que l'on donne à ces créatures sorties de nos songes et qui, logées dans nos cous, viennent nous sucer le sang. Pâle et spectral, Dracula est souvent représenté dans la culture populaire comme un être presque sexy. Il semblerait, comme nous l'avons vu, que la donne soit bien différente dans les représentations plus anciennes. Le vampire est le monstre certainement le plus connu dans sa popularisation au sein de franchises et de séries. Comment ne pas penser à Twilight ou Vampire Diaries dans la littérature? Relevons bien entendu le fameux Dracula, mais également le terrible Salem de Stephen King. Vous l'aurez compris, nous avons tous récemment croisé un vampire, que ce soit dans un jeu vidéo, une série ou un film. Pour autant, jamais le vampire n'aura été représenté de la même manière au fil des siècles. C'est d'ailleurs le sens de la citation que je vous propose aujourd'hui au moment de nous quitter. Elle est issue de l'œuvre de Jean Marigny, intitulée Vampire. De la légende au mythe moderne. Si vous aimez frémir en tournant les pages d'un bon bouquin, je vous conseille celui-là. Son auteur écrit, au moment d'évoquer la représentation des vampires, ces quelques mots. Contrairement à la représentation qu'en donnent la littérature et le cinéma, dans les légendes des croyances d'Europe centrale et orientale, le vampire n'a rien d'une créature pâle et émaciée. Il est au contraire plutôt rubicond et bouffi, car gorgé de sang. C'est précisément
ce qui le distingue des autres défunts. Il n'a pas non plus besoin de dents protubérantes et exagérément pointues, car il suce le sang à travers les pores de la peau. C'est vrai. C'est un peu moins sexy que prévu, n'est-ce pas? Voilà pour ce récit, que j'ai eu la chance de partager avec vous grâce à la plume de Valjean. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.